Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour Popsinoche numéro 2, votre magazine 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec aujourd'hui 3 interviews exceptionnelles, 3 invités de marque. Tout d'abord Buzz Aldrin. Oui, j'ai bien dit Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune après Neil Armstrong. Michel Legrand qui viendra également vous parler de l'histoire, l'origine des parapluies de Cherbourg, et enfin Marc Esposito, le fondateur du magazine Première. Tout ça et beaucoup d'autres choses encore dans votre Popsinoche numéro 2. Tout le monde en parle. C'était il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, 2 Américains foulaient pour la première fois le sol lunaire, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Alors, vous le savez, Damien Chazelle, le réalisateur, a magnifiquement illustré cette histoire dans son film First Man avec Ryan Gosling. D'ailleurs, je vous incite vivement à voir et à revoir ce film absolument splendide. Mais il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai eu un grand privilège. J'ai été le seul journaliste français à passer 48 heures consécutives avec Buzz Aldrin et surtout, je l'ai convaincu de me raconter en images toute son aventure. Voici quelques extraits exclusifs de cette interview pour vous aujourd'hui dans Popsinoche. Tu es sûr? Oui, c'est une belle aventure. Le premier homme sur la Lune. T'imagines un peu? La mission qu'on a choisie est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée technologique qu'on va être obligé de repartir à zéro. Une des plus belles aventures technologiques et humaines du XXe siècle et direction Saint-Tropez pour faire la connaissance du deuxième homme à avoir marché sur la Lune après Neil Armstrong, l'astronaute américain Buzz Aldrin. Rencontre avec un homme légendaire. On va faire un système de questions-réponses, comme ça? Face à face? Juste vous et moi, hein, pas eux. Oui. Juste vous et moi. Je crois que je suis très chanceux. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. There was a fairly realistic comic book, Buck Rogers. Il y avait, je me souviens, des bandes dessinées très réalistes comme Buck Rogers par exemple. C'était très bien parce qu'on savait très peu de choses sur l'espace à l'époque. Il y avait Flash Gordon également. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille qui était très impliquée dans l'aviation et j'ai commencé à polariser mon attention sur ce sujet alors que je faisais beaucoup de sport à l'époque, de l'athlétisme. Mais je savais que mon heure viendrait et que je finirais tôt ou tard par voler et piloter des avions. Mais c'est vrai que oui, j'ai eu de la chance, je suis un homme gâté. J'ai été surpris par 2 choses quand je suis devenu astronaute. D'abord, c'est qu'il n'y avait pas véritablement de test, pas d'examen de passage. C'était étonnant. Les gens qui nous formaient ne pouvaient pas dire finalement si on avait bien tout compris parce que c'était la première fois. Il n'y avait aucun critère objectif qui permettait de dire oui, celui-là, il a bien tout compris. Ça me surprenait beaucoup par rapport à un programme aussi rigoureux et aussi bien pensé. On était tous les 3 bien conscients que quand on se prépare à un lancement en fusée, on veut aller jusqu'au bout, évidemment. On espère surtout qu'il n'y aura pas de report parce que ça c'est terrible, qu'il ne faudra pas tout refaire le lendemain. En fait, pour vous expliquer, c'est un petit peu comme gagner un jeu quand on va au lancement. Et on perd le jeu si on n'est pas lancé. Voilà. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête ? Il se passait rien de spécial dans ma tête, vous savez. Le compte à rebours se déroule, on attend, on regarde ce qui se passe. Je comprends que vous ayez envie de savoir ce qu'il y avait dans ma tête pendant la première minute, mais c'est très difficile à dire. Il n'y avait pas de panique, pas d'éclat de rire non plus, parce que c'était quand même une affaire sérieuse. Il n'y avait pas de peur du tout ? Non, pas de peur, parce que la peur est une chose qui vient troubler l'esprit.
Je pense toujours qu'il y avait une différence assez significative entre les différentes fusées Apollo, parce que certains astronautes évoquent de très fortes vibrations, ils disent que ça secouait vraiment très fort de partout, et d'autres comme moi se souviennent finalement de sensations beaucoup plus douces. Mais vous aurez certainement des réponses différentes si vous posiez la question à Alan Shepard ou à Yuri Gagarin. Response out of Alan Shepard or Yuri Gagarin. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Vous voyez, quand on vole de ce côté, on peut voir à l'extérieur du vaisseau, mais dans l'autre sens, en revanche, on ne voit rien. Et puis, petit à petit, on prend de la hauteur, on commence à voir l'horizon. C'est un petit peu comme dans un avion, sauf que c'est beaucoup plus haut, évidemment, c'est plus beau aussi, et puis on est quand même dans une fusée, c'est très différent. So that makes it different. Évidemment, nous n'avions que 2 heures sur la Lune, mais nous étions délibérément très méthodiques et prudents dans nos actions sur la Lune. C'est pourquoi, pour aller à l'extérieur, se précipiter pour descendre de l'échelle du LEM aurait été le meilleur moyen de glisser et de tomber. Je crois que ça n'aurait pas été très correct de glisser ou de tomber devant les caméras de télévision qui nous filmaient. That's not so good because the TV camera is watching you and you don't want to do that. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. Obviously, he is ready. Objectivement, maintenant, cet homme est prêt à aller sur la Lune. Il est prêt à sortir du vaisseau spatial. Vous pouvez voir l'ensemble du matériel, les tuyaux d'oxygène qui vont jusqu'à l'intérieur. Il y a l'eau qui est destinée à refroidir l'ensemble, nos sous-vêtements. Tout cela grâce aux tubes. Les tubes qui sont là, vous voyez, ici par exemple, c'est l'eau, le courant électrique et puis une réserve d'oxygène qui est là derrière et l'antenne radio ici. Il n'y avait aucun moyen de rester plus longtemps sur la Lune parce que, au-delà des 2 heures qui étaient imparties, plus vous utilisez de l'oxygène à l'extérieur, moins il vous en restera dans les réserves quand vous retournerez en orbite. Donc il n'y avait aucune raison de chercher à modifier le plan de vol qui avait été établi depuis des mois. Reason to do anything different than the way it's been written in the flight plan for months. Hello, Neil and Buzz. Bonjour Neil and Buzz, je vous parle depuis le bureau ovale de la Maison Blanche. C'est assurément le coup de téléphone le plus lointain jamais passé. It was a surprise to me when C'était une vraie surprise pour moi quand Houston nous a dit que le président des États-Unis, Richard Nixon, voulait nous parler. Franchement, Neil Armstrong ne m'avait rien dit. Je pense qu'il le savait. Franchement, je le crois, mais ça, c'était typique de lui. Neil, si tout ça se concrétise, vous entrerez dans l'histoire. Quel effet ça vous fait quand vous vous dites tout d'un coup dis donc, si le vol réussit... Nous ne prévoyons rien d'autre qu'une réussite sur ce vol. Je voulais dire, quel effet ça vous fait l'idée d'entrer dans l'histoire? Je peux peut-être vous éclairer là-dessus. C'est une responsabilité, mais c'est aussi réjouissant d'être le premier là-haut. we're not Nous ne nous considérions pas comme des gens extraordinaires. En fait, nous étions des gens ordinaires qui se sont trouvés transportés dans une aventure extraordinaire, prêts à relever un grand challenge. big deal.
it's only when you put it into the context. Pour réaliser maintenant avec le recul, il faut se replacer dans le contexte où on était, de ce qu'on faisait, de la réalité de la fusée, de l'espace, de la Lune. Je deviens maintenant plus détendu par rapport à tout ça. Je me sens plus tranquille vis-à-vis de cette prétendue notoriété par rapport à ce que je peux représenter. Alors si ça vous fait plaisir que je sois un héros, je suis votre homme. Vous savez que Richard Branson m'a proposé de faire un vol dans son célèbre Virgin Galactic. Je lui ai dit, mais pourquoi je ferais ça? Richard, je suis allé sur la Lune. I've been to the moon. Inutile de vous dire qu'il y a comme ça parfois dans la vie des rencontres vraiment inoubliables et celle-ci, avec un tel héros des temps modernes, en était une. D'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il ne vous a pas échappé que dans Toy Story, le jouet astronaute qu'on appelle Buzz l'éclair est un hommage direct à Buzz Aldrin. Et bien comme le 4e épisode de la saga vient de sortir, je vous propose d'en voir maintenant la bande-annonce et ça devrait méchamment vous donner envie d'aller voir le film en salle. Bourré! Bon sang, comment vais-je retrouver Woody? Opération lance-pierre. Merci. Voie intérieure vers l'infini et au-delà. Allez, approchez, venez gagner un vrai Buzz l'éclair. Un vrai Buzz l'éclair. Et puisque nous aimons le cinéma et les dessins animés, voici quelques films pour cet été, pour les petits et les grands enfants. Une fois et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chants de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Spider-Man. Oh, cool. C'est trop génial! Et en route vers l'Internet! Je suis super content. Juste une petite question. C'est quoi l'Internet? Aïe! Oh la vache. Ça, c'est un roi. T'as raison, mon grand. Il est temps. Tiens, regardez qui voilà! Centrale à toutes les unités. Le colis a quitté la base. Est-ce que quelqu'un l'a en visuel? Rien en vue. Attention ici, Captain Pompon! Renfort demandé! Ceinture tout le monde! Le secret pour ne pas avoir peur, Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir! c'est de faire comme si t'avais pas peur. Non, 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 non! Non! Évidemment, vous connaissez le nom de Marc Esposito, ne serait-ce qu'en tant que réalisateur de 6 longs métrages, dont le fameux Cœur des Hommes, qui avait été un des très grands succès du cinéma français de l'année 2003. Mais peut-être ne saviez-vous pas que bien des années avant, il avait été l'un des fondateurs du magazine Première. Alors comment est-il passé de jeune cinéphile à rédacteur en chef du magazine le plus important du cinéma français? Eh bien, il le raconte dans ce livre, Mémoire d'un enfant du cinéma, les années premières chez Robert Laffont, mais mieux encore, aujourd'hui, il vous le raconte dans Pop Cinoche. Quelle était votre ambition avec votre bande de copains en voulant créer un nouveau magazine de cinéma, quelque chose qui n'existait pas? C'était quoi la démarche et quoi l'envie? Quand Première est arrivé, il n'y avait aucun journal de cinéma grand public. Il n'y avait que des revues cinéphiles qui avaient très peu de photos, qui ne parlaient que des metteurs en scène, et oui, dans lesquels il y avait des très longues critiques. Mais il n'y avait pas, comme Première, un journal qui parle de tous les cinémas, et en particulier du cinéma grand public, et donc des acteurs. Puisque, moi je pense que j'ai l'impression que le fait d'aimer le cinéma à travers les acteurs, c'est une démarche sentimentale. Alors qu'aimer le cinéma à travers les metteurs en scène, c'est une démarche intellectuelle. Ce qui était cool, c'était quand même qu'on sentait bien qu'il y avait une attente. Il y avait un besoin, parce que ça a marché quasiment tout de suite. Absolument. Ben oui, forcément, il y avait, même s'il y avait beaucoup moins d'entrées à cette époque-là, hein,
puisqu'on en est aujourd'hui à 200 millions d'entrées par an dans le cinéma. Au début de première, c'était 120. Hein. Et donc, mais bon, quand même 120 millions d'entrées, ça fait beaucoup de fans de cinéma. Et donc, on a tout de suite, dès les premiers numéros, on a fait 60 000 par mois, ce qui était formidable d'être lu par 60 000 personnes, alors que les cahiers ou positifs devaient vendre 8-10 000. Donc on était à une autre échelle. C'était au début insuffisant pour faire vivre le journal parce qu'il coûtait cher, parce qu'il y avait les fiches cinéma prédécoupées, le poster, parce qu'il était en couleur, ce qui était très rare. Hein. Je pense que les lecteurs étaient contents d'acheter un journal dont les journalistes aimaient les mêmes films qu'eux. Ben oui, ça parlait directement. Ah oui. Hein. C'est sûr, ah oui. Ça compte beaucoup. Alors, c'était l'année de 1900 de Bertolucci. Absolument. C'était l'année du Missouri Bricks d'Arthur Penn. Oui. Tout ça était dans le premier numéro. Et c'était l'année de René Lacanne. Alors... René Lacanne, qui est un film plus oublié, oui. Qui était un film de Francis Giraud avec Piccoli, Depardieu et Sylvia Christel. Et comme il y avait un très beau reportage photo qu'on avait acheté. Et donc, il y a eu un très gros débat sur la couverture de ce fameux numéro 1, où il y avait des très belles photos de Sylvia Christel. Et donc, le patron de Première, Jean-Pierre Frambois, voulait faire la couverture avec Christel. Moi, je voulais la faire avec Deneuve. Hein. Et puis, il a eu la bonne ou mauvaise idée, mauvaise plutôt, de demander à toutes les filles de l'immeuble, puisqu'on était un petit groupe de presse, on devait être une quarantaine, une trentaine. Et il a demandé l'avis de toutes les filles. Toutes les filles ont répondu Christel. Et puis donc ça a été Sylvia Christel en couverture, à mon grand désarroi. Et je crois que Deneuve a dû faire la couverture du 4 ou du 5. Oh oui, c'est arrivé très vite. C'est arrivé très vite. Oui, oui, vous avez eu votre revanche très vite. Absolument. Cela dit, hein, il faut dire que tout en noir, avec sa voilette... C'était une très belle photo. Elle était belle. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'était plus original que Deneuve. C'est sûr. Et puis il y avait eu Emmanuel 2 ans avant. Quand même. 2 ans avant, absolument. Donc il y avait le côté, arrivera-t-elle à faire oublier Emmanuel? Est-ce que tout ça, on va pas refaire l'histoire, mais est-ce que tout ça serait arrivé sans le film majeur du cinéma français de l'année 1974 qui a été le déclic, le grand déclic pour vous? C'est sûr, 74, c'est l'année des valseuses. Donc j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'école de journalisme. Tout d'un coup, avec les valseuses, il y avait des acteurs, des héros qui me ressemblaient. Alors que j'étais pas un loupard, hein. J'étais un étudiant plutôt sage. Hein. Mais bon, j'avais les cheveux longs, j'avais la moustache. Et j'ai été en empathie avec ce trio d'une façon qui m'a bouleversé et où je me suis dit, ah oui, je vais en être. Et donc, est-ce que ce sera en faisant des films, en les interviewant, en étant leur chauffeur? J'avais aucune idée. Mais j'avais envie de connaître ce trio-là. Et le truc formidable, c'est que tout ce petit monde explose vraiment. Ils sont révélés par les valseuses en 74, mais à partir de 76, donc de la naissance de Première, ils explosent vraiment. Absolument. Ils sont tous les trois dans des films différents qui marchent. Et on est là pour aller sur les tournages, pour les interviewer. Et c'était génial, puisque dès 1977, donc moins d'1 an après la création de Première, je suis allé sur le tournage du nouveau film de Bertrand Blier avec Devers et Depardieu, qui était Préparez vos mouchoirs, qui se tournait à Paris. Oui, c'était très fort, parce que même si on a le même âge, ils sont quand même un petit peu plus vieux que moi. Donc j'étais quand même un peu intimidé. Mais très vite, ils ont été tellement chaleureux et complices, parce que je pense que j'étais le seul journaliste jeune. Tous les journalistes, que ce soit de cinéma ou d'autres choses, étaient plus vieux que nous. Et ils avaient tous aimé des acteurs avant d'aimer Depardieu et Devers. Alors que moi, j'étais là, vraiment, j'ai été leur premier fan. Et je pense que je suis resté jusqu'au bout, en tout cas pour Devers, le journaliste qu'il aimait le plus. Voilà. Et puis alors, au-delà de l'équipe des valseuses, dans ces années-là, il y a quand même les révélations d'Isabelle Huppert, d'Adjani, du Splendide aussi. Du Splendide, ah ouais. Et vous avez été très proche de tous ces gens. J'ai assisté à la naissance de tous ces gens-là. Oui, je pense que tous les acteurs adorent être avec des gens qui les adorent. Et donc je pense qu'Adjani, elle savait bien, d'une part parce que je l'écrivais aussi, hein, il y a ça, c'est que dans les rapports amicaux habituels,
les gens, ils se doutent que vous les aimez. Moi, je l'écrivais, donc il n'y a pas de doute, ils en étaient sûrs. Alors, on parle de toute cette jeune génération de l'époque. Ça n'enlève pas le fait que vous avez aussi beaucoup d'admiration pour les vétérans. Ah bah oui. Parce que il y a tout cela, mais vous avez rencontré aussi tous les autres et interviewé tous les autres. Ah, j'ai surtout beaucoup aimé Nino Ventura et Yves Montand, qui eux avaient donc l'âge d'être mes pères, hein, et qui étaient surtout Ventura extrêmement intimidant. Oui. D'ailleurs, ça a commencé. Il n'aimait pas les journalistes, hein. Ouais. Mais bon, comme nous, on avait, je crois, Première était le premier journal qui aimait les mêmes films que lui. Et on ne le traitait pas avec dédain, ce qui était le cas de tous les critiques, puisqu'à l'époque, au début de Première, il n'avait pas encore fait les films un peu chics et dramatiques. Et moi, je l'adorais depuis le film avec Delon, Les Aventuriers de Robert Enrico, que j'avais adoré, j'avais vu à 13 ans. Et donc, c'est vrai que quand j'ai pu approcher Ventura et avoir la chance d'avoir un très beau rapport avec lui, alors malgré nos 30 ou 35 ans d'écart, hein, et donc j'ai passé beaucoup de temps seul avec lui à l'interviewer, et il était... ouais, c'était un mec, quand il vous parlait, quoi. Il y a trop de noms, on ne peut pas énumérer tout le monde, et encore une fois, il faut garder les surprises. Mais Yves Montand. Ah bah Yves Montand, c'est quand même... c'est sûrement peut-être l'acteur le plus légendaire que j'ai approché. Alors évidemment, on ne pouvait pas être copain avec Montand comme je l'étais avec Depardieu, hein. Mais quand même, j'ai eu plein de moments très jolis avec lui. J'ai suivi ses répétitions quand il a fait son retour de chanteur à l'Olympia, donc j'étais dans son petit appartement. C'était vraiment génial de le voir chanter, travailler. Et puis quand on a fait une interview de lui, une longue interview avec Lavoignat, et mon complice de toutes ces années-là, c'est lui qui nous a proposé d'aller sur la place devant chez lui. Il y avait un banc public, il faisait beau. Et donc il y a une très jolie photo, on nous voit tous les deux, on l'entoure et c'est lui qui tient le magnéto. Parce que c'était à l'époque les petits Walkman. Et donc on a parlé avec lui pendant 1h30. Et avec lui, ma relation a été jolie parce que j'ai écrit sur lui des choses qui lui ont plu. Et il m'a téléphoné, parce qu'évidemment, ils étaient jamais au courant. Quand je faisais un édito pour dire que j'aimais Montand, je ne l'appelais pas pour lui dire « je vais faire un édito sur vous ». Et donc, le matin de la parution, comme quoi il l'achetait, hein, il m'appelait et ça m'a fait plaisir, petit, ce que tu as écrit. Un dernier personnage, Marc, mais Romy Schneider. On peut passer du temps avec Romy Schneider sans tomber fou d'elle ? Je suis tombé fou d'elle, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens. Elle était magnifique, elle était incroyablement belle d'abord, hein. Même si ça se voit dans les films, hein. Elle l'était aussi dans la vie, ce qui n'est pas le cas de toutes. Hein. Et elle aussi n'aimait pas les journalistes, avait peur. Hein. Et je l'ai rencontrée, je l'ai interviewée qu'une fois. Mais bon, c'était une heure assez inoubliable, forcément. Et puis c'est pareil, le fait qu'elle soit morte jeune... à vivre mes regrets de ne pas la connaître mieux. Mais cette heure passée avec elle a été vraiment historique. Quand on voit à quel point vous vous êtes éclaté pendant les années premières, les années studio, bon, mais cette phrase quand même, je savais avec certitude que je ne ferais pas ça toute ma vie. Oui. On a envie que ça s'arrête, un conte de fées comme ça, Marc. Je ressentais que c'était un métier de jeune. C'est-à-dire que d'interviewer des vedettes, c'est formidable à 30 ans, c'est formidable à 35, à 40. Je ne me voyais pas à 60 ans interviewer la énième génération de jeunes acteurs ou être en connivence qu'avec des acteurs de 70 ans. Ça n'allait pas. Le cinéma, c'est un truc de jeune. Donc oui, je ne me voyais pas en tout cas voir des films et interviewer des acteurs pendant 50 ans. Ah oui. Non. Aussi génial que ça Aussi génial que c'était, je sentais bien que c'était un truc de jeune. Et puis il faut dire que Bertrand Blier vous encourageait à passer derrière la caméra. Oui, ça je dois dire, dès que j'ai quitté la presse et que j'ai commencé à écrire des scénarios, il m'a tout de suite encouragé, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont sûrement trouvé prétentieux,
que je veuille changer de camp. Alors, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment savent que l'aventure a commencé avec Le Cœur des Hommes, avec le succès qu'on connaît, avec les 5 autres longs métrages, mais nous n'en parlerons pas ici, puisque ça s'appelle Les années premières. Absolument, c'est très longtemps après. Merci beaucoup Marc, hein. C'était vraiment un grand bonheur. Ça aurait pu durer 1 heure de plus, mais il faut savoir s'arrêter. Et surtout, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et de nous avoir fait toutes ces sublimes confidences dans Pop Sinoche. Merci encore Marc. Merci à vous. À bientôt. C'était super. Rassurez-vous, et heureusement, il n'y a pas encore de sous-marin dans la Seine. Mais parmi les films les plus enthousiasmants de l'année 2019 pour l'équipe de Pop Sinoche, il y a Le Chant du Loup, ce film de sous-marin qui vient de sortir il y a quelques jours en DVD, en Blu-ray et en VOD chez Pathé. Mais au-delà de ce film que je vous conseille, mais alors vivement de voir et d'emporter en vacances avec vous, j'aimerais vous en parler autrement, à travers l'affiche du film, l'affiche qui a très vite trouvé sa place dans ma collection et au sujet de laquelle il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, Pop Sinoche s'affiche avec Le Chant du Loup. Pourquoi ai-je choisi de vous parler de cette affiche ? D'abord parce qu'elle est belle, elle est plutôt esthétique, mais enfin vous me direz que ça ne suffit pas. Il y a une autre vraie raison, en fait c'est une affiche qui n'aurait jamais dû voir le jour telle qu'elle, et je vais vous expliquer pourquoi. Elle est toute bleutée. Elle est sombre. Je vous rappelle que le film Le Chant du Loup est sorti en plein hiver au mois de février 2019 alors qu'il fait nuit à 4h de l'après-midi et qu'une affiche déjà sombre en pleine nuit, c'est pas facile à voir. Il y a encore plus important. Que se passe-t-il dans Le Chant du Loup ? On voit évidemment un énorme sous-marin avec ce petit plongeur et sa petite torche sur laquelle je vais revenir, ce qui fait qu'on est en droit de se dire « Oh là là !» un film de sous-marin, je suis pas sûr, mon chéri, d'avoir envie de voir ça. Et oui, c'est ce qu'on appelle une affiche qui peut être segmentante, au lieu de fédérer. L'affiche de cinéma, elle est a priori faite pour ça. Donc c'est courageux de mettre en avant le héros principal du film qui est le sous-marin. C'est ce qu'a voulu Antonin Baudry, qui en est à son premier film et qui a tout fait auprès des producteurs et des distributeurs. Ça n'a certainement pas dû être facile de dire voilà, moi ce que je veux, c'est qu'on assume le fait que c'est un film de sous-marin, même si pourtant il y a de l'action, il y a même une love story et il y a des scènes qui se passent à terre. Il n'empêche que sur l'affiche, ça ne se voit pas. Et puis il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, on a un acteur en France qui est le plus bankable de tous, on peut le dire, c'est Omar Sy. Quand vous avez Reda Kateb, ok, Mathieu Kassovitz, ok, mais Omar Sy dans votre film, on a envie que ça sache, on a envie de le montrer. Il n'est même pas sur l'affiche, on ne voit pas son portrait, alors que tous les autres se seraient battus pour mettre le portrait et le visage de Omar Sy en gros. Tout cela pour vous dire que le réalisateur est entier, il croit en son projet, il a eu raison, la preuve, puisque le film a quand même dépassé 1,5 million d'entrées. Tout cela avec une affiche exigeante, je dirais même sans concession. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avions envie d'attribuer un beau 17-18 sur 20 pour cette affiche. Aujourd'hui, Pop Sinoche s'affichait avec Le Chant du Loup. Les amis, pour terminer ce Pop Sinoche numéro 2, je vais ouvrir mon courrier devant vous. Je ne plaisante pas, c'est vrai, parce que figurez-vous que j'attendais ce paquet avec impatience. Je crois que je sais de quoi il s'agit. Selon toute logique, c'est la réédition en 33 tours vinyle de la musique de Michel Legrand pour les Parapluies de Cherbourg. C'est quand même un événement, il y a un anniversaire autour de tout ça. Le voilà, ça démarre bien, au moins c'est ça. Ah, il y a une carte, alors attendez. Cher Vincent, Festival de Cannes oblige, on fête actuellement les 55 ans de la sortie des Parapluies. Voici donc le vinyle réédité à l'identique. Je t'embrasse, le reste c'est personnel. Alors réédité à l'identique, je crois sur parole, mais on va quand même vérifier parce que moi l'original, vous voyez, je l'ai. Le voilà, le vrai 33 tours vinyle de 1964. Apparemment, ça a l'air d'être vrai, hein. Ils ont l'air de se ressembler comme deux gouttes d'eau, mais celui-ci a même l'air d'être un peu mieux parce qu'il s'agissait en 1964, là, d'un 33 tours simple, alors que là, il y a le double, non seulement ça s'ouvre, mais il y a la version intégrale de la BO du film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg. Et ce que je vous propose maintenant, c'est encore mieux, c'est d'écouter Michel Legrand. Nous avons ressorti de nos archives une interview inédite où Michel Legrand raconte comment et combien, avec son complice Jacques Demy, ils ont eu du mal pour monter la production des Parapluies de Cherbourg, film depuis devenu mythique.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Demy, pour lequel j'ai travaillé en premier lieu quand il a fait Lola. Enfin, et avec Jacques, on est devenus vraiment jumeaux. Enfin, papier carbone, quoi. On était vraiment une seule personne, tous les deux. On aimait la même chose, on rêvait de la même chose. Enfin, on a vécu vraiment ensemble pendant un grand nombre d'années. Ça a été magnifique. On aimait que le cinéma, il aimait la musique, j'aimais le cinéma. On a fait des musicals, on en a fait 3, on a beaucoup rêvé, on a beaucoup lutté, on a eu beaucoup de mal à les faire. Ah non seulement ça a été dur, ça a été impossible, personne n'en voulait. Une fois qu'on a terminé avec Jacques, un an, c'est l'un des jours dans une année. Pratiquement tous les jours, on allait auditionner devant tous les producteurs, petits, gros, moyens, maigres, pour avoir 1 centime ou des millions, pour essayer de monter notre film. Personne n'en a voulu. Alors je me rappelle, parce que ça faisait un peu le gag de Buster Keaton et de Charlie Chaplin. Moi j'étais au piano, alors il y avait ça de partition, ça, et puis Jacques qui me tournait les pages, moi je chantais tous les rôles, les sopranes, les basses, tout le monde. Alors, et puis au bout d'un quart d'heure, je chantais, alors Jacques qui me tournait les pages, il ne pas, on en dirait un gag, et tout d'un coup, au bout d'un quart d'heure, j'entendais. Je dis merde, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Moi c'était une insulte. 1 an. Tout le monde a dit, écoutez, vous êtes deux jeunes gens tout à fait sympathiques, mais vous ne pensez pas que les gens vont rester 1h30 dans une salle obscure à entendre, dis donc, ton foie va mieux, c'est à 8h qu'on se voit. En chantant, c'est pas, mais dit, vous êtes fous, personne ne veut. Mes amis, intimes. Il me dit, mais Michel, t'embarques pas là-dedans. Le fait, surtout le fait. On a finalement eu la chance incroyable. Après 1 an, on dînait après, vous savez, avec Jacques tous les deux, dans un petit bistrot pas cher. En se disant, on n'y arrivera pas, tu vois, encore une fois, on n'y arrivera pas. Jacques, il était vraiment breton, il était têtu, il était formidable. Je disais, écoute, non, mais on va y arriver. Puis un soir, après 1 an d'échec, de renvoi, on s'est fait jeter à coup de talle, vraiment un coup de pied dehors tout le temps. Un soir, on connaissait un petit peu, on était désespérés, on connaissait un petit peu Pierre Lazareff qui dirigeait quelques journaux à l'époque. On lui envoie un pneumatique, ça existait encore. Alors on fait un long, cher Pierre. On a ce projet-là, c'est comme ça, personne n'en veut. Pourriez-vous nous aider? Vous n'avez pas une idée? Bon. À la mer, on lance une bouteille. Le lendemain, le grand Lazareff. Mercredi, 14h27, à mon bureau. Même pas le temps de dire. 14h27, on est là à son bureau. Elle a dit voilà, j'ai pas très bien compris ce que vous vouliez faire, mais ça me paraît très sympathique. Et j'ai une de mes grandes amies qui veut devenir producteur. Alors elle va vous produire votre film et moi je paye, en voir. On n'a même pas eu le temps de dire bonjour, comment ça va, est-ce que. Viré. 27 secondes. Et c'est Lazareff qui a produit le film, avec Mac Bodard, qui a été la productrice et qui était son premier essai, quoi. Sans ça, on n'aurait jamais fait, jamais. Ensuite, pas un distributeur n'en voulait, vous entendez, pas un seul. Alors Lazareff, pareil. Il a fait venir les frères Siritsky, qui à l'époque avaient, vous savez, la distribution la meilleure de Paris. Il a dit voilà, je sais que vous avez déjà refusé le film, mais vous allez le distribuer. Parce que si vous ne le distribuez pas, vous n'aurez plus jamais une ligne dans aucun de mes journaux, alors vous allez le distribuer et je vais vous dire quand. 3 semaines après, on ouvrait dans ce circuit. Et le premier soir, c'était un... Et je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire. La surprise était telle même pour nous, pour Jacques et moi. Oui, c'est pas se battre, il faut être inconscient et têtu. Mais il faut être inconscient parce qu'en principe, c'est pas faisable, quoi. Et puis mystérieusement, un jour par un effet de ricochet incroyable. Pourquoi on a écrit ce petit mot à Lazareff? Pourquoi à ce moment-là, il connaissait une dame qui voulait... Pourquoi est-ce que... Comment on est? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ce sont les vacances. Profitez-en pour aller voir encore plus de films en salle ou sur tous les autres supports. Lisez le livre de Marc Esposito et surtout en attendant, abonnez-vous à Pop Cinoche, likez, commentez, partagez, on compte sur vous. Et du coup, à bientôt pour Pop Cinoche numéro 3.